Bienvenue à ce webinaire de l'IFOD. Donc, c'est un webinaire qui va porter sur les relations entre l'intelligence collective et l'incertitude. Donc, l'IFOD, pour ceux qui ne le savent pas, est une école des métiers de l'accompagnement. Nous formons des personnes à l'acquisition de compétences de coaching, soit pour devenir coach professionnel, soit pour mettre un supplément d'âme dans leur activité professionnelle, puisque nous avons la conviction que intégrer dans sa pratique professionnelle des compétences liées au coaching fournit des manières nouvelles, donne une nouvelle dimension au travail. Donc, je vais me présenter. Donc, voilà, ça, c'est moi. Effectivement, donc, je m'intéresse au système au sens où je travaille d'une part avec des équipes dont j'essaye d'améliorer l'écologie en améliorant les processus objectifs et subjectifs qui organisent la vie de l'équipe. Et par ailleurs, j'ai une activité complémentaire d'ornithologue et je travaille à ce sujet sur les interactions sonores entre espèces d'oiseaux. Donc, dans les deux cas, vous voyez que en tant que coach, en tant qu'ornithologue, ce qui m'intéresse, ce sont les interactions. Et au titre de mon activité de coach, j'interviens donc à l'IFOD sur un cursus qui concerne le développement des compétences de coaching. C'est un cursus qui s'appelle Compétences Coach. Et par ailleurs, j'interviens dans un cursus visant à former des coachs professionnels dans le domaine du coaching d'équipe. Alors, on va rentrer dans la thématique de notre séminaire à proprement parler. Donc, je vais prendre la parole pendant à peu près 20 petites minutes. Ça nous donnera une dizaine de minutes pour échanger si vous avez des questions par rapport à la thématique sur laquelle je souhaite échanger avec vous aujourd'hui. Donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est donc l'intelligence collective, une ressource pour un temps d'incertitude. Donc, j'ai un chat là qui apparaît sur mon écran à droite. Je vois des noms que je connais, donc je leur adresse un grand bonjour à mon tour. Alors, c'est une thématique qui m'a été inspirée par l'actualité, bien sûr, et j'ai trouvé intéressant de partager avec vous mes réflexions sur, d'une part, ce qu'est l'incertitude, hein, peut-être poser quelques éléments de définition. En profiter peut-être aussi pour repréciser ce qu'est l'intelligence collective. On en parle beaucoup, mais je trouve que c'est parfois des mots qu'on trouve dans la bouche de personnes qu'on ne se sent pas tellement orientées vers l'intelligence collective. C'est peut-être un petit peu galvaudé. Alors, vous connaissez cette phrase de Camus, « mal nommer les choses », pardon. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bon, il paraît que c'est pas exactement comme ça qu'il a dit, mais peu importe, l'idée est là. Et donc, j'ai trouvé intéressant de repréciser ce qu'est l'intelligence collective et en quoi elle permet peut-être de mieux accueillir cette forme d'incertitude. Donc, les caractéristiques de l'incertitude, les formes d'intelligence collective, les démarches de développement de l'intelligence collective, quels sont les grands axes qui permettent de travailler pour favoriser l'intelligence. Et puis, quelques mots sur la posture que ça suppose, parce qu'effectivement, l'intelligence collective, ça suppose peut-être d'abord un travail sur soi-même. Donc, j'ai à côté de moi virtuellement, Alexandra Nazarian qui va dérouler les diapositives, puisque bien évidemment, nous sommes l'une et l'autre dans des endroits différents. Donc, nous fonctionnons en intelligence, elle et moi, du mieux que nous allons pouvoir. Alors, on va commencer, donc, comme je vous le disais, par des éléments de définition sur l'incertitude. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de voir l'incertitude comme une sorte de brouillard. Peut-être d'abord pour commencer, l'incertitude, elle a toujours été là. Elle est constitutive de notre condition humaine, elle est constitutive du vivant de manière générale, mais elle semble occuper une place toujours plus importante dans le monde dans lequel nous vivons. Et la pandémie dont une des conséquences est que je suis chez moi et Alexandra à l'IFOD, c'est finalement une manifestation particulièrement violente, bien sûr, de cette incertitude qui habite le monde contemporain dans lequel nous vivons. Il est probable d'ailleurs que cette incertitude va être toujours plus importante. Et les caractéristiques qu'on peut lui donner, c'est donc, je reviens à mon image de brouillard, hein, c'est-à-dire quelque chose qui rend difficile, voire impossible, toute projection stable dans l'avenir. Pour illustrer ça, c'est très simple. Peut-être que vous ne savez pas tout simplement où vous allez passer vos vacances d'été. Moi, personnellement, je ne sais pas, vous peut-être non plus. Ça peut paraître tout à fait anecdotique, ça n'a pas grande importance au fond de ne pas savoir vraiment où vous allez passer vos vacances d'été. Mais en tout cas, ça illustre parfaitement cette notion d'incertitude qui finalement rend caduque en quelques jours, voire quelques semaines, pour ce qui est de l'actualité contemporaine, des plans stratégiques
stratégiques qui ont été élaborées pendant des semaines ou des mois et qui là tout d'un coup se retrouvent totalement nuls et non avenus parce que la projection n'est plus possible. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect d'incertitude, c'est qu'elle ne se laisse pas maîtriser. C'est-à-dire que c'est pas comme un risque. Vous voyez, un risque, on peut le nommer, on peut le hiérarchiser. Il y a des spécialistes du risque dans les banques et les sociétés d'assurance. Il y a des actuaires qui travaillent avec des big data, qui font des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer l'occurrence d'un risque, sa probabilité, sa criticité. Est-ce que ces gens-là ont vu venir la pandémie et plein d'autres choses qui sont arrivées avant et qui arriveront après? Non, parce que l'incertitude fait sortir du brouillard des objets, des événements, des choses que nul n'était en situation de voir venir. Alors après, il y a toujours des petits malins qui disent rétroactivement que oui, bien sûr, on aurait pu s'en douter que ça allait venir. C'est ce qu'on appelle l'illusion rétroactive de rationalité. On croit que ça va arriver, enfin, on dit après qu'on devait s'y attendre. Troisième caractéristique sur l'incertitude, elle est globale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle nous concerne tous en tant qu'on forme un collectif, c'est-à-dire qu'elle est caractéristique de la vie des organisations, et puis elle est caractéristique de la vie de chacun d'entre nous. Donc elle est systémique autant qu'individuelle. Et donc elle est un marqueur, peut-être le marqueur principal de la complexité qui caractérise notre monde. Alors pourquoi de la complexité? Parce qu'on a une telle multitude d'interactions quotidiennes, le tout dans un environnement éminemment incertain, que l'incertitude devient finalement la caractéristique de la complexité contemporaine. C'est du moins le ressenti que j'ai, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc Alexandra, on va passer à la diapo suivante. Alors là, je vous présente deux modèles très simples. D'une part, nous avons donc à gauche un modèle, ce qu'on appelle une organisation panoptique. Alors le panoptique, à l'origine, c'est un modèle de prison, c'est un modèle carcéral qui avait été imaginé à la fin du XVIIIe siècle par un philosophe utilitariste anglais qui s'appelle Bentham, j'ai oublié son prénom, Joseph, je crois, et qui a été repris par Michel Foucault dans les années 1970 comme un modèle de contrôle, en fait. Et je trouve que ce modèle, il est intéressant pour notre réflexion, parce que finalement, indépendamment du fait qu'il est à l'origine un système de contrôle des individus, enfin une prison, c'est qu'en fait, on voit, qu'est-ce que ça montre? Ça montre deux choses. Ça montre d'une part un centre qui sait, un centre qui est au courant, un centre qui maîtrise, qui est censé le faire, et qui délivre des instructions, vous voyez, à des individus qui attendent qu'on leur dise quoi faire. Et ça désigne une autre chose, c'est que, vous voyez, les petits bonhommes, là, ils sont enfermés, chacun dans sa case, et chacun attend l'instruction qui lui permettra, en l'occurrence, de se mettre au travail. Donc, il y a des organisations qui tendent encore à fonctionner un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui sait, et les autres sont priés d'agir sans émettre leur point de vue ou leurs idées. Vous voyez le topo. Et à droite, on a donc un système intelligent. Alors, cette image représente plutôt quelque chose qui va relever du web, mais peu importe, en fait, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui se caractérise par de la circulation. C'est-à-dire qu'on fait circuler des informations, ce qui est effectivement le cas dans un système type web, mais on fait également circuler des émotions, comme dans une équipe. On fait circuler également les corps, comme dans un spectacle. Prenez des gens qui dansent. C'est un collectif intelligent. Il y a une intelligence des corps considérable dans la danse. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'IFON, nous travaillons avec le cheval, le tango. Enfin, on a des objets comme ça qui permettent de favoriser l'intelligence collective. J'insiste là-dessus parce qu'on a aujourd'hui un petit peu tendance à considérer que l'intelligence collective, c'est l'intelligence du web. Les formes d'intelligence collective sont bien évidemment beaucoup plus diverses. Donc voilà, ce que je vous propose de retenir, c'est qu'effectivement, l'intelligence collective, c'est de la circulation, là où, à côté, là, dans un système panoptique, ça ne circule pas. Et ça ne circule pas parce qu'en fait, on souhaite maîtriser. Mais en fait, à force de tout vouloir maîtriser, on ne maîtrise plus du tout. Et ça finit par se casser la figure. Voilà, on va continuer, Alexandra, si tu veux bien. Voilà, et donc je vous propose le constat suivant. Hein, face à une incertitude généralisée, les outils traditionnels de gestion sont inopérants. Et peut-être, ce sont des approches qui reposent sur telle ou telle forme d'intelligence collective. On verra tout à l'heure, à la diapo d'après d'ailleurs, quelles sont les formes d'intelligence collective qui, à mon avis, peuvent offrir des perspectives. Et ce qui me semble fondamental aujourd'hui, notre enjeu individuel et collectif, c'est effectivement de travailler sur ces formes d'intelligence collective, de les préciser. Et j'aimerais ensuite, donc, dans le reste de ce webinaire, donner effectivement des pistes de
des pistes de travail par rapport à ces enjeux. Donc, la diapo suivante voilà, nous propose 3 formes d'intelligence collective que je vais vous présenter de manière assez synthétique. Je surveille l'heure, hein, voilà, j'en suis à 10 minutes, donc il me reste encore 10 minutes pour vous présenter la suite. Donc, la première forme d'intelligence collective, c'est bien sûr l'équipe. L'équipe, c'est-à-dire un collectif qui dit nous. Donc, un collectif de taille restreinte, qui est très organisé, enfin, qui est censé être très organisé en termes de processus objectifs et subjectifs, qui est organisé en fonction d'un objectif commun, ou censé l'être en tout cas. Hein. On sait qu'il y a des équipes qui tournent en rond parce que l'objectif n'est pas là, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est un collectif qui est à même de dire nous, c'est-à-dire de développer un sentiment d'appartenance fort et d'être organisé en fonction de processus très structurés, structurants. On a ensuite le groupe. Alors, le groupe, c'est donc des collectifs de taille potentiellement plus importante, 10, 15, 20, 30 personnes, et qui oscillent entre le nous et le on. Hein. Voilà, les identités groupales sont parfois un petit peu problématiques. Mais là aussi, il y a bien sûr une intelligence collective potentielle. Elle va peut-être plus relever de la collaboration, parce qu'on est plus à distance les uns des autres, là où dans l'équipe, on va potentiellement construire de la coopération, plus basée sur la proximité, beaucoup plus de circulation finalement dans la coopération. Et la troisième forme, c'est le réseau. C'est le réseau où là, on va dire on, même s'il y a là aussi l'intelligence collective. Alors, pour prendre peut-être une petite image, dans l'équipe, on dit nous avons gagné, dans le réseau, on dit on a gagné, vous voyez, parce qu'on est un petit peu plus loin de là où on a effectivement gagné. Et dans les donc, trois structures, en fait, 3 structures potentielles d'intelligence collective. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a toujours d'intelligence collective dans les 3, hein, mais ce sont 3 structures potentielles d'intelligence collective, c'est-à-dire 3 systèmes où potentiellement on peut faire circuler des informations, des émotions, des ressentis, de l'intelligence, des idées et pourquoi pas éventuellement des corps. Voilà, on va passer à la diapo d'après. Donc, sur l'équipe, je vais rentrer donc maintenant dans les démarches qu'on peut mettre en relation avec chacune de ces formes potentielles d'intelligence collective. Alors, petite parenthèse, il existe des formes d'intelligence collective qui sont archaïques, enfin, qui relèvent par exemple du monde animal. Archaïque n'est peut-être pas un terme juste, mais on va le garder. En tout cas, ancienne, antérieure à l'humain. Donc, c'est ces bancs de poissons là, qui s'organisent de façon assez complexe, des espèces d'oiseaux qui vont se combiner dans une forêt pour avoir plus d'efficacité collective. Donc, ce n'est pas une invention de l'humain, la coopération. Mais... Et donc, la première forme, effectivement, de travail sur l'intelligence collective, c'est le coaching. Le coaching est appliqué à l'équipe. Le coaching s'applique à une équipe, non pas à un groupe nombreux. Alors, ceux qui connaissent l'IFOD, et ils sont certains dans les personnes qui écoutent ce webinaire, vous retrouvez là un modèle de développement d'équipe qui nous emmène donc tout en haut de la marche, nous avons l'intelligence collective. Donc, la première définition plus précise de l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a donc développé des formes de travail, une structuration, des processus objectifs et subjectifs, des façons d'être ensemble, qui l'amènent à l'intelligence collective, du moins si on se réfère au modèle d'Olivier De Villard, qui est celui principalement avec lequel nous travaillons dans les formations au développement de l'intelligence collective, que ce soit en facilitation, que ce soit en compétences coach ou en coaching d'équipe. Donc là, on a affaire à un concept clé, c'est celui d'intelligence collective appliquée à une équipe qui est c'est le stade ultime en fait d'un processus de développement. Donc, j'ai mis un petit nuage de mots très simples sur la gauche, là, j'aurais pu mettre des dizaines d'autres mots. J'ai mis ceux qui me sont venus à l'esprit en premier, puisque là, ce dont il s'agit, ce sur quoi on travaille, c'est une visée, une maturité d'équipe, des principes de coopération, une performance collective, des valeurs partagées et une capacité à se confronter de manière fonctionnelle. J'aurais bien sûr pu mettre plein d'autres mots, mais je vois que l'heure tourne, donc on va passer à la diapo suivante, qui nous présente donc un groupe. Et donc là, dans le groupe, ce dont il s'agit, l'outil à mettre en face, c'est la facilitation. Donc, l'équipe, le coaching, le groupe, la facilitation, c'est un autre aspect de ce sur quoi nous travaillons à l'IFOD dans les formations que je vous ai citées. La facilitation qui se différencie du coaching, parce que là, on est sur des résultats qui sont plus ou moins ponctuels. On crée des moments d'intelligence collective. Dans la diapo d'avant, on avait l'intelligence collective comme un état finalement durable, une caractéristique groupale durable, inscrite dans le temps, même si ce n'est pas éternel, bien sûr. Et là, on a affaire à quelque chose, à un système qui va, à un certain moment, créer de l'intelligence collective, c'est-à-dire créer des idées, partager des représentations,
créer un système de collaboration, décristalliser des représentations, le tout organisé selon des règles du jeu et des outils. Donc, il y a à la fois un processus et une mise en action. Des outils qui sont donc pris ensemble, les outils de la facilitation. Je facilite en tant qu'intervenant ou en tant que manager des mécanismes qui vont permettre à un moment donné de fournir des ressources complémentaires en termes d'intelligence à chacun et à tous. Il y a une troisième donc, diapo là, Alexandra. Voilà. Donc là, je vais aller très très vite parce que c'est de l'animation de réseau. Alors, nous ne travaillons pas spécifiquement sur l'animation de réseau à l'IFOD, mais en même temps, un réseau, il y a en général des entités type équipe ou groupe qui développent donc les formes d'intelligence dont je vous ai parlé à l'instant. Donc là, les mots associés sont assez différents. Vous voyez, c'est innovation verte, projet collaboratif, sociocratie, crowdsourcing. Donc voilà, j'ai mis quelques mots qui me semblent caractéristiques d'une vie de réseau. Donc là, il y a des outils bien sûr spécifiques à ça, mais le réseau est donc effectivement la troisième forme d'intelligence collective. Donc voilà pour les formes d'intelligence collective, l'équipe, le groupe, le réseau, avec à chaque fois donc des approches et des outils qui sont parfois communs et parfois différents. En tous les cas, on a selon ces trois formes des systèmes qui vont aller plus ou moins loin, chercher les signaux faibles, chercher les signaux faibles qui permettent d'appréhender l'espèce de halo, l'espèce de brouillard qui caractérise l'incertitude. Là, on a des systèmes intelligents, là, on a des systèmes réactifs, là, on a des systèmes qui sont peut-être aussi plus résilients et qui permettent non pas d'aller chercher des vérités qui n'existent plus, mais d'élaborer en tout cas des réponses, des dispositifs, des propositions, des idées, sous une forme d'agilité. J'emploie le mot agilité au sens large, pas simplement au sens projet, méthode agile. Voilà. Et donc, ça suppose, pour ceux et celles qui sont amenés à faciliter ces processus de développement de l'intelligence collective, un travail sur la posture. Et par exemple, dans le cursus compétences coach dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir, c'est fondamentalement un parcours de modification de la posture. Ça ne veut pas dire qu'on vous transforme, ça veut dire qu'on vous amène à réfléchir à la posture que vous devez vous-même construire en tant que manager ou en tant que coach, en tant que consultant, pour, en tant que vous êtes modélisant, rendre possible les mécanismes d'intelligence collective. Donc, ce qui suppose, comme vous le savez sans doute, ou certains d'entre vous le savent, une présence à soi, donc un travail sur la position méta, c'est-à-dire est-ce que la posture que je prends là est effectivement favorable au développement de l'intelligence collective dont j'ai la responsabilité vis-à-vis de mon équipe, par exemple, une présence aux autres, c'est-à-dire comment ça réagit. Donc, vous voyez qu'il y a un travail fondamental sur le lien, tout est lien finalement dans l'intelligence collective, pour ça qu'elle est donc éminemment systémique, et une conscience de la relation, c'est-à-dire comment ça interagit entre ce collectif que j'anime et moi-même en tant que je le modélise et je l'accompagne vers des formes d'intelligence différentes. Voilà, il est 18 minutes. Voilà, donc il y a cette belle phrase de Margaret Mead. Alors, Margaret Mead, c'est une anthropologue. Elle a été la femme de Gregory Bateson, qui est l'un des fondateur de l'école de Palo Alto, qui lui-même était anthropologue d'ailleurs, et l'anthropologie fondamentalement s'intéresse à la façon dont un groupe d'humains interagit de telle façon à pouvoir s'adapter à des environnements éminemment complexes. Margaret Mead comme Gregory Bateson ont travaillé donc dans des groupes dits primitifs, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, qui sont en fait, qui vivent dans des environnements extrêmement complexes où il y a justement beaucoup d'incertitudes. Et donc voilà, cette phrase de Margaret Mead que je vous ai laissé lire. Et donc un petit merci avant de répondre, enfin un grand merci à vous d'être là aujourd'hui, un grand merci de vous intéresser à ce sujet et de m'avoir écouté pendant ces 19 minutes. Il y a juste une petite diapo à la fin, je crois, après celle-ci. Voilà, donc là, vous avez, mais vous le connaissez déjà sans doute, l'adresse de l'IFOD, l'adresse web et puis le téléphone, de telle façon que vous puissiez prendre contact avec nous si vous souhaitez, à titre personnel, développer les compétences nécessaires pour faciliter les créations d'intelligence collective. Si vous avez des questions, il reste les 10 minutes prévues pour y répondre.
Et je fonctionne beaucoup en question-réponse, de manière générale. Donc, j'aime bien être dans la relation, la connexion, hein, vous en doutez. Donc, si vous avez des questions… Alors, il y a une question qui serait-il possible de partager le diaporama? Je crois que oui. Je crois que oui, mais je ne gère pas l'aspect technique de la… Alors, voilà, alors j'ai Anne qui veut que je reste un peu sur ma faim sur les moyens de faciliter un jeu collectif dans un groupe. Alors, effectivement, c'est un webinaire, donc il y a un petit côté teasing, introductif, si vous voulez. Alors, les moyens de faciliter un jeu collectif dans un groupe, je vais essayer de répondre à cette question de manière générale. Ça suppose en fait trois types de compétences à travailler. C'est-à-dire d'une part des compétences qui relèvent de l'écoute, hein, donc ça suppose un travail sur l'écoute, des compétences d'écoute, compétences de relation de manière générale. Ça suppose ensuite un travail de structuration, donc une capacité à diagnostiquer d'une part et à élaborer des processus. C'est toujours un projet en fait, hein, de construire une intelligence collective. Et troisièmement, ça suppose des compétences de mise en action, c'est-à-dire identifier les outils qui vont permettre de mettre en place l'intelligence collective. Donc, vous voyez, c'est pas un métier, mais ça s'apprend. Hein. Et je ne peux pas en quelques minutes vous apprendre. Je donne des points de repère hein, sur les compétences à travailler, compétences d'écoute, de structuration et de mise en action. Est-ce que nos formations sont éligibles au CPF? Oui. Comment peut-on mettre en place l'intelligence collective? On peut la mettre en place, donc de différentes façons. Hein. En tout cas, c'est toujours un travail à la fois sur les processus subjectifs, c'est-à-dire la façon dont les gens font circuler les émotions entre eux, et un travail sur les processus objectifs, c'est-à-dire comment ça se structure. Et c'est sans doute aussi d'ailleurs un travail dans les équipes sur la nature du leadership, puisqu'un groupe, c'est des processus objectifs, subjectifs et du leadership. Alors, bonjour, serait-il possible de développer ce qui fait l'intelligence collective dans un groupe et dans un réseau? Pour l'équipe, c'est clair. Oui, alors, alors le réseau, je vais pas trop m'approfondir, parce qu'en fait, je ne suis effectivement pas spécialiste du réseau. Par contre, sur un groupe, en fait, l'outil fondamental de travail dans un groupe, le concept fondamental, c'est celui de décristallisation. C'est un concept qui a été élaboré dans les années 40 par Kurt Lewin, consiste à permettre à quelqu'un et à un groupe, donc à quelqu'un dans un groupe, au travers d'un certain nombre d'outils et d'approches, de revisiter ses propres croyances par rapport à une idée. Il ne s'agit pas de changer les gens, en fait. Vous voyez, on ne change pas les gens, mais on les amène à modifier leur perception des choses. Et modifiant la perception des choses, ça crée, vous voyez, des interactions entre les personnes. Donc, dans un groupe, ça va supposer des outils qui vont être variables selon la taille des groupes. Hein. Donc, il y a des boîtes à outils assez importantes, partage de représentation, groupe cumulé, café, enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettent à un groupe, Futuroscope, à un certain moment, vous voyez, de se projeter de manière structurée. Donc là, c'est toujours un travail de structuration de la projection individuelle et collective. Alors, la performance collective est-elle efficace dans un groupe et dans le réseau? Oui, bien sûr. Alors, créer des équipes à l'intérieur du groupe et du réseau est-elle une solution? Oui, alors, tout à fait. C'est ce sur quoi je m'étais… je vais rapidement parler tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un réseau, c'est pas qu'un réseau, en fait. C'est quelque chose qui inclut de la même façon, prenez une forêt, en fait. Une forêt, c'est très vaste, mais dedans, vous avez des collectifs intelligents qui sont eux-mêmes en connexion les uns avec les autres. Donc, c'est la même chose, en fait. Un réseau, ça s'anime, ça fonctionne, parce qu'effectivement, ici et là, il y a et des équipes et des groupes, hein, qui fonctionnent selon les principes de l'intelligence collective, c'est-à-dire selon les principes de la circulation des idées, des émotions. Mais je pense que pour revenir là-dessus, on en fait l'expérience avec le confinement. On sent bien qu'on ne peut pas travailler exactement comme avant, c'est-à-dire de la même façon qu'en présentiel, avec une circulation effectivement des émotions et un travail sur le non-verbal. On voit bien que cette distance qui nous est imposée complexifie considérablement les choses. Alors, on nous dit qu'effectivement, ça va plus ou moins durer, que le télétravail, ceci, mais je pense qu'on sera régulièrement amené à se reconnecter pour refaire circuler les corps et les émotions, le non-verbal, et la façon que nous pouvons avoir
de nous connecter de manière émotionnelle. L'intelligence collective peut-elle fonctionner avec un trop grand nombre d'interactions? Alors, ça dépend. L'intelligence collective ancrée dans une équipe, s'il y a trop de membres dans l'équipe, on ne va pas pouvoir installer l'intelligence collective au sens où je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire comme un stade de maturité. C'est-à-dire une équipe, considérée comme une équipe dans laquelle vous avez 10, 15 personnes, il y aura. Alors, après, il y a des exceptions dans le sport. Effectivement, dans le rugby, ils sont 15, mais il y a des formes d'intelligence collective, mais il y a des règles du jeu extrêmement précises et finalement, chacun tient son rôle de manière particulière. Mais revenons à ce qui est notre sujet, c'est-à-dire l'entreprise, enfin les organisations en général. Il y a trop d'interactions dans un groupe de 15 personnes pour en faire une équipe qui fonctionne sur le mode de l'intelligence collective, tel que je l'ai défini tout à l'heure, c'est comme un stade. Là, il faudra utiliser d'autres approches, d'autres outils, et considérer qu'on est en face de soi, non pas une équipe, mais éventuellement des équipes, c'est-à-dire pourquoi pas 3 équipes qui sont en interaction les unes avec les autres pour constituer, mis ensemble, un groupe. Un peu comme un mini-réseau, en fait. Pascal, ma question porte sur les composantes à développer plutôt que sur les outils dans la mesure où un groupe n'a pas celle de l'équipe. Ni vision partagée, ni finalité. Du coup, quelle dimension est présente ici? Alors, il n'y a pas de finalité, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose comme une problématique partagée. Il y a quand même toujours quelque chose à partager pour développer de l'intelligence collective. L'intelligence collective en soi n'a pas d'intérêt spécifique pour les individus. Il faut qu'elle ait un sens, en fait. Il faut qu'elle ait un sens, et donc ça suppose qu'effectivement, on fasse émerger d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être porté, par exemple, par le directeur de l'entité. Effectivement, il y a une problématique commune qui peut concerner, par exemple, 50 ou 100 personnes. Effectivement, le premier travail à faire vis-à-vis d'un groupe, c'est de faire émerger cette problématique commune. Tant qu'il n'y a pas de problématique commune, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait émerger, peut-être pas forcément un objectif, mais en tout cas un enjeu. Un enjeu partagé est sans doute le préalable à un travail sur l'intelligence collective. Pas d'enjeu partagé, ça va tourner en rond. Les gens ne sauront pas pourquoi ils sont là. Donc, ils ne mettront aucune énergie dans le développement de l'intelligence. Donc, j'espère avoir répondu à votre interrogation. L'intelligence collective peut être mise en place, quel que soit le type de management, est uniquement possible avec le management participatif. Alors, pour management participatif, ça désigne vraiment un type de management. En tout cas, quel que soit le type de management, j'ai envie de dire, tout est possible. Ça suppose néanmoins qu'on ne peut pas mettre en place des équipes intelligentes ou des groupes intelligents, c'est-à-dire des collectifs de 20 personnes qui vont travailler efficacement ensemble selon les modèles de la circulation que je vous ai présentés. Si par ailleurs la superstructure et la culture d'entreprise dans son ensemble est basée plutôt sur des systèmes panoptiques où chacun est censé faire ce qu'il a à faire et met beaucoup d'énergie à faire du reporting plus qu'à s'interconnecter avec les personnes avec qui il est censé co-créer. Donc il y a des environnements qui sont quand même peu propices à l'intelligence collective. Je pense d'ailleurs que ces environnements auront beaucoup de mal à survivre. Auront beaucoup de mal à survivre. Donc, si vous voulez, j'ai presque envie de retourner votre question. Et je pense que c'est plutôt le management qui va devoir s'adapter aux prérequis de l'intelligence collective. Voilà. Alors, Alors, j'ai Alexandre qui me dit la méthode Belbin peut vous intéresser dans votre vision de l'intelligence collective. Écoutez, je note. Est-ce qu'il est juste de parler, me dit Hervé, de l'intelligence comme une circulation autorégulée des émotions infocorps? Autorégulée par le système en tout cas. C'est-à-dire que le système, vous savez, trouve son équilibre, trouve son mode opératoire qui lui est propre. Est-ce qu'elle est autorégulée? C'est une question complexe. Elle est autorégulée, oui, pour partie en tout cas, mais elle est aussi fonction du contexte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mécanismes d'autorégulation à l'intérieur du système propre à l'équipe qui peut être mis à mal par l'environnement. C'est ce qui rebondit d'ailleurs sur ma réflexion tout à l'heure, c'est que une équipe, une entreprise qui ne travaille pas sur comment devenir intelligente aura du mal à mettre en place des systèmes intelligents en son sein. Et ce ne sont pas simplement parce qu'on va mettre des petits outils par-ci, par-là que ça va résoudre le problème. Voilà. Donc, vous remerciez pour mes réponses. On en est à 29. On a peut-être temps.
Voilà, et donc, oui, ben voilà, vous lisez ce qu'écrit Alexandre. Hein. Comme pour la nature, le management doit trouver son équilibre entre contrôle et relation. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous savez qu'un système, il est en équilibre et en déséquilibre, hein, par définition. Voilà, situationnel. Enfin, il n'y a pas de vérité en fait. Tout est fonction de la situation dans laquelle se posent les enjeux. Voilà. Alors on est à 30 minutes. J'espère. On est sur un sujet assez vaste, hein, et complexe en soi. Donc moi j'ai souhaité l'aborder à partir de la problématique de l'incertitude, hein, parce que ça me semble être une réponse au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Enfin, c'est une réponse, hein, c'est pas une solution, pas parce qu'on va devenir il va y avoir une intelligence collective que la vie va être belle. Mais en tout cas, je pense que ça va nous aider, évidemment, collectivement, à mieux vivre, hein, dans cet environnement un petit peu anxiogène certains jours. Voilà. Donc, encore une fois, un grand merci. Un grand merci. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps ensemble. Ça aurait été génial de faire ça en présentiel. Hein. Voilà, vous étiez à peu près 70, donc on aurait fait un travail en grand groupe, on aurait fait des sous-groupes, on aurait coélaboré, et on aurait peut-être produit des choses beaucoup plus intelligentes que ce que j'ai pu dire. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous voir bientôt, très bientôt quelque part.